Merci tout d'abord à Bourgogne Nature et puis à la CEF qui permet de me permettre de présenter mon étude aujourd'hui avec vous. Donc, je suis Morgane Papin et je vais vous présenter mon étude que j'ai réalisée au Centre de recherche et d'observation sur les carnivores, donc le CRO, dans le cadre de mon stage de Master 2, qui consiste à la mise en place d'une méthode bioacoustique pour le suivi de meutes de loups gris et essentiellement pour permettre l'estimation des effectifs des meutes. La bioacoustique, qui est la science de l'étude des communications acoustiques animales, est un outil en plein essor pour le suivi de la faune sauvage. En effet, il permet de géolocaliser les individus, de les différencier entre eux et même de les suivre, du coup, maintenant, lors de leur déplacement. Donc, c'est grâce à ce que contient un signal acoustique, en fait. Par exemple, un signal acoustique permet de définir l'espèce à laquelle appartient un individu, son sexe, son âge, son stade émotionnel ou encore son statut hiérarchique. On parle donc d'identité de l'individu ou encore de signature vocale individuelle. Donc, en ce qui concerne la communication chez les loups, elle permet de définir l'organisation spatiale de la meute ainsi que sa structure sociale. Et les hurlements permettent le marquage et la protection du territoire, par exemple. Ça renforce les liens sociaux entre les individus et ça permet aussi de se reconnaître entre eux. Chez l'espèce loup, de précédentes études ont déjà été faites, principalement basées sur les hurlements, avec pour principal objectif de mettre en évidence l'existence d'une signature individuelle vocale, notamment chez le loup de l'Est et le loup ibérique. Donc la question qui se pose chez le loup gris, c'est est-ce que cette signature vocale individuelle existe aussi? Et est-ce que la bioacoustique peut nous permettre d'estimer l'effectif des meutes? Donc le but est de tester différentes approches méthodologiques pour répondre à ces questions. Donc pour ce faire, nous avons procédé à deux approches, à savoir une méthode classique dite quantitative, donc toujours sur la base du hurlement, ayant pour but de mettre en évidence l'existence d'une signature vocale individuelle, et d'autre part une méthode innovante nommée semi-quantitative avec l'adaptation du principe d'entropie acoustique. Donc, des essais et tests préliminaires ont été conduits sur des meutes de loups gris vivant en captivité. Donc nous avons choisi d'étudier la sous-espèce Canis lupus lupus et pour les voir, nous avons visité deux parcs animaliers différents, à savoir le parc de Sainte-Croix, donc en Moselle, et le parc du Pêcheret dans la Sarthe. Donc un total de 3 meutes et de 23 loups ont été observés. Pour récolter les enregistrements, il a fallu donc passer à une phase de terrain qui s'est déroulée de février à avril 2014. Nous avons donc utilisé un enregistreur numérique portable, un microphone directionnel et une caméra. Aussi, parfois, nous avons utilisé des stimulations par playback. Donc, il s'agit de diffuser des sons envers la meute pour provoquer les hurlements au sein de la meute. Ensuite, il a fallu extraire les hurlements enregistrés. Donc, pour cela, nous avons synchronisé les vidéos avec les enregistrements afin d'attribuer chaque hurlement au loup qui l'émettait. Et grâce à ce logiciel d'extraction, comme vous pouvez le voir ici, on pouvait manuellement récupérer la fréquence fondamentale et les harmoniques qui lui correspondaient. En ce qui concerne donc l'approche quantitative, nous avons fait un choix d'étudier un total de 12 variables, à savoir 11 variables de fréquence, comme la moyenne de la fréquence fondamentale ou encore la durée de cette dernière, et une variable d'amplitude que vous voyez ici, avec l'amplitude minimale normalisée du second harmonique. Ensuite, nous avons conduit une analyse factorielle discriminante, donc sur tous les individus mélangés, toutes meutes confondues. Et pour cela, nous avons utilisé les paquets de Chihuahua et Lunas sur le logiciel de statistique R. Maintenant, en ce qui concerne l'approche semi-quantitative, à partir des extractions, nous avons créé des séquences de 30 secondes de solo ou de chorus. Donc chorus, c'est plusieurs individus qui hurlent en même temps, donc de manière artificielle. Donc 10 échantillons de 1 à n individus ont été constitués de manière aléatoire. Donc avec cette illustration, vous pouvez voir ici un solo
donc un seul individu, un solo de 2 individus, et un chorus de 2 individus, et un chorus de 1 à n individus. Et donc, toute cette technique a été répétée 10 fois. Donc l'indice d'entropie, pour l'obtenir, il faut calculer HF, qui est donc l'entropie du spectre de fréquence, et HT, qui est celle de l'enveloppe temporelle. Et le produit des deux nous donne donc l'indice H d'entropie. Donc pour l'avoir, on a aussi utilisé le package C-Wave sur R. Et donc cet indice d'entropie s'interprète de cette manière. Plus H va être grand et va se rapprocher de 1, plus le son étudié va être diversifié en termes de fréquence, mais aussi en termes d'amplitude. Donc l'hypothèse posée dans le cadre de notre travail est que l'indice d'entropie va augmenter avec le nombre de loups qui participent à un chorus. Donc on passe maintenant aux résultats. Donc 45 journées d'observation et d'enregistrement ont été nécessaires pour récolter donc un total de 64 chorus et 23 solos. Et donc ces données concernent 17 loups. Et nous avons finalement conservé les extractions des hurlements de 12 loups pour lesquels on possédait au moins 28 extractions. Il nous fallait de la donnée, donc voilà. Alors, pour revenir du coup toujours sur l'analyse quantitative, les résultats de l'AFD ont montré que les 2 premiers axes canoniques expliquaient près de 92% de la variance, et les 4 variables apportant le plus d'informations quant à la caractérisation et la composition du hurlement sont, comme vous pouvez le voir ici, la moyenne, la valeur minimale, la gamme et la durée de la fréquence fondamentale. Voici ici une projection des 2 premières fonctions discriminantes canoniques. Donc, dans le cas où tous les individus sont mélangés, donc toutes meutes confondues, et on se rend compte que visuellement, c'est très difficile de distinguer les 12 individus entre eux. Ce qui est confirmé par cette matrice d'assignation que voici, où l'objectif est de réattribuer, de tester en fait la méthode en voyant à qui appartient le hurlement qu'on propose. Donc là, comme on se rend compte, pardon, on n'a plus les animations du coup. Donc les pourcentages sont très variables d'un individu à un autre. On peut aller de 0 à plus de 91%, comme vous pouvez le voir ici. Et donc l'attribution correcte moyenne atteint un peu plus de 43%. Maintenant, pour les résultats de l'analyse semi-quantitative avec le principe d'entropie adapté au hurlement, nous avons donc créé 120 séquences de 30 secondes artificielles allant de 1 à 12 loups. L'indice d'entropie oscille entre 0,54 et 0,66. Et sur cette figure que vous voyez là, qui représente donc l'entropie moyenne en fonction du nombre d'individus, vous pouvez noter que plus le nombre d'individus va augmenter et plus l'entropie augmente également. Cependant, on note la présence d'écarts types importants. Donc, pour la discussion maintenant, je vous fais un petit rappel de ce qu'on a trouvé pour la méthode quantitative. Donc les résultats que nous avons eus sont cohérents avec les études qui ont déjà été faites sur ce sujet. Et donc les 4 variables les plus discriminantes étaient la moyenne, la valeur minimale, la gamme et la durée de la fréquence fondamentale. Et il faut savoir que la moyenne de la fréquence fondamentale est une variable commune et significative à toutes les études portant sur la signature vocale individuelle chez le loup. En ce qui concerne les pourcentages d'assignation des hurlements, là par contre nous avons des résultats qui sont différents des études précédentes, puisque nos résultats étaient quand même moyens quand toutes les meutes donc étaient mélangées. Mais il faut faire attention parce que ça reste difficilement comparable à ce que les autres auteurs ont pu faire, puisqu'il y a toujours une différence en termes de nombre de variables exploitées ou le nombre de meutes étudiées. Donc pour expliquer ces erreurs et puis pour rechercher des solutions et pour comprendre et améliorer les résultats qu'on vous présente aujourd'hui, on aimerait approfondir différents points. Et donc on a constaté que par exemple l'existence de liens de parenté entre certains individus pouvait influer
influencer les résultats erronés de la matrice de confusion, enfin d'assignation, pardon. Puisque par exemple on a des frères et sœurs, puisque vous savez qu'une meute c'est quand même un système familial, donc parfois il y a confusion entre certains individus. Ensuite, on a pu voir que c'était difficile parfois de réattribuer chaque hurlement au bon loup, et donc quelques erreurs ont pu être commises. Et enfin, la qualité d'enregistrement, elle détermine fortement la qualité et la précision de l'extraction, donc notamment avec les hurlements qui se chevauchent, donc ça implique les difficultés pour récupérer les hurlements lors de l'extraction. Donc, pour conclure sur la méthode quantitative, c'est une méthode qui est assez chronophage et potentiellement source d'erreurs. C'est pourquoi l'indice d'entropie acoustique peut être une alternative à ces analyses quantitatives, puisqu'on avait vu que les résultats étaient quand même chouettes. C'est ce qu'on attendait, en tout cas ça aurait pu être complètement autre chose, donc c'est vrai que c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Donc on a vu, je le rappelle, que l'indice d'entropie avait tendance à augmenter avec le nombre de loups qui participaient au chorus, et que les écarts-types importants, par contre, pouvaient refléter une forte variabilité individuelle qui apporte donc un certain bruit lors de l'analyse de ces chorus, et donc il pourrait faire varier l'indice d'entropie et donc donner de mauvais résultats. Ou en tout cas, on pourrait se tromper. Il faut rappeler aussi que les extractions, les chorus étaient basés sur des extractions d'enregistrement réalisées dans des conditions de captivité, donc dans des conditions qu'on pourrait dire optimales, puisque la distance enregistrée en loup était faible, on était à l'abri du vent. C'est vrai que rien à voir avec les conditions en milieu naturel, par exemple. Et aussi, on se base sur des chorus artificiels pour avoir cet indice d'entropie. Et donc, il y a certainement des pertes d'informations dans le signal avec les interactions entre les loups, par exemple. Donc, pour les pistes à explorer quant à cette méthode, on aimerait travailler sur la transposition des résultats en milieu naturel, mais là encore, ça soulève de nombreuses questions avec les sons indésirables qui vont être enregistrés, et aussi avec la dispersion du son en milieu montagnard, par exemple. On aimerait également approfondir les interactions entre les loups et les prendre en compte avec, par exemple, l'influence de la hiérarchie, puisque sur le terrain, on s'est rendu compte, par exemple, que tous les loups ne participaient pas forcément à tous les chorus, et pas de la même manière en termes de volume sonore ou dans la durée de leur hurlement. Aussi, il faut prendre en compte la théorie de l'effet Beau-Geste. Alors en fait, dans un contexte de vulnérabilité et de compétition territoriale, des individus d'une meute auraient tendance à moduler leur hurlement, donc à faire varier en fait leur hurlement au lieu de faire des hurlements très plats, afin de gonfler leur effectif. Donc en fait, ils vont paraître plus gros par rapport aux meutes qui se trouvent à côté. Et donc, ça pourrait influencer l'indice d'entropie. Donc pour la poursuite de cette étude, ça serait intéressant de voir si cet effet Beau-Geste est quantifiable et s'il existe vraiment d'ailleurs, puisque ça reste une théorie pour l'instant. Et ensuite, l'indice d'entropie ne nous permet pas de savoir s'il s'agit des mêmes loups qui hurlent tout au long des 30 secondes ou s'il s'agit de loups différents. Donc une approche mixte mêlant l'indice d'entropie et l'individualité vocale pourrait être menée pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Donc, en conclusion, c'est un travail préliminaire qui a soulevé de nombreuses questions, et en 6 mois, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions soulevées par ce sujet assez complexe. Donc, on voudrait bien évidemment prendre en compte les facteurs comportementaux, comme on l'a dit avant, avec la quantification de l'effet Beau-Geste ou encore l'effet de la hiérarchie. On aimerait tester aussi de nouveaux indices, puisque depuis la création de l'indice d'entropie, de nouveaux indices ont vu le jour. Donc les tester et les comparer pourrait s'avérer intéressant. Enfin, on aimerait voir les autres applications possibles grâce à la bioacoustique pour le suivi des meutes de loups. Donc par exemple avec la localisation ou la détection passive des meutes. Et donc le plus gros
travail qui reste à faire, c'est de réfléchir au passage au passage de la captivité au milieu naturel, donc d'adapter ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui au milieu montagnard, par exemple dans les Vosges. Voilà, donc pour terminer, l'outil bioacoustique, c'est vraiment une piste à suivre et qui peut offrir de beaux résultats par la suite. Voilà. Sans qui cette étude n'aurait pu être possible. Et puis je vous remercie de votre attention pour ma grande première. En tout cas, je suis contente. Voilà. Merci et bravo pour cette première. Difficile au démarrage, mais dont vous êtes bien sorti avec c'est toujours un premier test important et parfois difficile à passer. Des questions sur une méthode qui effectivement peut nous permettre en tant que biologiste, naturaliste, de répondre à notre éthique qui émerge de plus en plus, de méthodes non invasives et qui peut ouvrir de grandes perspectives dans cette nouvelle démarche-là. Dans la salle, des questions? Oui, Pierre. Désolé si tu as répondu au début et que j'ai loupé, mais la distance où tu places les micros par rapport au nous, parce que évidemment, le naturel, c'est un facteur hyper important. Oui. Là, on était à peu près à 20 mètres. C'est clair, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions comme le naturel. On reboot. En fait, avant de lancer ce travail en captivité, on a déjà bossé un petit peu en milieu naturel. Donc on sait déjà un petit peu ce que ça peut donner pour l'instant. Mais on a travaillé en fait avec un autre matériel qui est en train de se développer, les systèmes automatiques d'enregistrement, qu'on appelle aussi piège à son, type, pour ceux qui connaissent pour les chauves-souris, notamment les SM2 et autres de Wildlife Acoustics. Donc là, on disposait d'un réseau de micros éloignés d'à peu près 2 km les uns des autres, donc en moyenne montagne dans les Vosges. Et ce qui permettait de capter des... Alors, on n'a pas eu de hurlements de loup dans le cadre de ce protocole-là, mais on avait les hurlements du protocole des hurlements provoqués de l'ONCFS qui nous ont permis d'un peu de tester le matériel et de constater qu'on pouvait, en fonction des conditions météo, capter des hurlements jusqu'à 6 km, je crois, et on peut avoir un hurlement de bonne qualité, il faut quand même être à moins de 2 km pour avoir déjà quelque chose d'exploitable, sachant qu'on perd déjà beaucoup d'informations dans les sols. Donc là, on est vraiment en captivité dans les conditions idéales, forcément, et ça ne va pas être facile de transposer immédiatement les résultats. Autre question? J'en aurais une sur est-ce que vous avez contacté par exemple des différents de langages internautes, c'est-à-dire que vous auriez un tronc commun meute, différents d'une meute à l'autre, sur lesquels se grefferaient des variétés individuelles. On va essayer justement de montrer qu'il y a une empreinte, en fait, une signature à chaque meute. Il y a déjà des travaux qui ont été conduits justement aussi par Passilongo sur la signature des meutes, donc entre elles. Et avec les meutes que j'ai rencontrées, oui, il y a quelques différences. Après, au sein des hurlements, c'est très variable d'un individu à un autre, mais c'est vrai que chaque meute va avoir des rituels de hurlement, j'ai envie de dire, différents en fait, les unes des autres. Donc, par exemple, à Sainte-Croix, il y a 2 meutes de loups gris et il y en a une qui va hurler à chaque fois, longtemps, beaucoup, et 3 sur 4, toujours. Alors que la meute d'à côté de Neuf, par exemple, va beaucoup moins hurler, ça va être plus des jappements, par exemple, aussi. Ouais, c'est très variable en fait. Après, de là à dire qu'on les reconnaît, je sais pas. Enfin, j'en ai pas vu assez pour dire que c'est possible. C'est bon? Je voulais juste ajouter que en fait, à partir du moment où on a une signature individuelle, on pourrait, c'est un peu là-dessus qu'on s'orienterait, espérer qu'une somme de signatures individuelles pourrait donner une signature de groupe. Mais on n'est pas encore là. Ok, merci. Pas d'autres questions aussi? Oui, Alain Desbrosses, hurleur assez bien. Est-ce qu'on a fait une étude entre
entre la signature des loups et de l'homme. Parce que ce qui est toujours étonnant, c'est enfin, pour moi qui suis naturaliste depuis quelques décennies, c'est toujours étonnant de faire répondre ce qui symbolise le sauvage, qui est en plus une bête persécutée par notre espèce depuis des siècles, et de faire répondre cet animal en milieu naturel, quoi. Et donc je pense que c'est un signal très très fort pour eux qui détermine la réponse. Voilà. Alors dans l'oreille d'un loup, qu'est-ce que c'est? Enfin, j'imagine qu'ils savent, qu'ils doivent tout de suite se rendre compte que c'est bien un homme, mais ça ne les empêche pas de répondre. Alors là, on n'a aucune idée là-dessus. Personne n'a fait de sonogramme, enfin, on doit pouvoir faire des sonogrammes. L'homme est un loup pour l'homme, mais est-ce que le loup reconnaît l'homme comme un loup? C'est ça? Ouais, voilà, c'est alors, il faut savoir que le loup, dans le cadre des playbacks, Morgane pourra en parler, mais il ne répond pas forcément à des hurlements qu'on imite, il répond aussi à tout un tas de sons, des cloches qui sonnent, des avions qui passent. Ça peut être un stress aussi qui le fait hurler. C'est pas forcément lié au signal vraiment qui va ressembler à un loup. En tout cas, en captivité, après en nature, c'est sans doute différent, mais. Comme le chien avec une sirène de. Voilà. Ok, merci, c'est bon. On va mettre. Oui. Un dernier mot. Juste pour vous dire qu'actuellement, on peut vraiment continuer ce travail-là et qu'on est sur un projet de thèse aussi pro et qu'avec un peu de chance, d'ici quelques années, on viendra vous présenter de nouveaux résultats. Voilà, merci. On nous accueillera avec grand plaisir. Merci. Oui, c'est la